Cette fois-ci, il s'agit d'un petit complément au grand 2, la pression dans un fluide à l'équilibre mécanique correspondant au polycopier que vous avez déjà commencé à lire. Donc c'est la partie, donc je répète, pression et force de pression, c'est la partie manuscrite correspondant à l'expression mathématique de la pression. Alors on va commencer par faire un petit schéma et puis on va essayer d'établir l'expression de la pression dans un fluide. Pression P, à voir à quoi ça correspond. Et puis la force de pression. Alors sur mon schéma, je vais immerger un solide, peu importe la forme. Et puis, je vais essayer de déterminer quelles sont les forces qui s'exercent, les forces de pression qui s'exercent sur lui. Alors je vais peut-être faire un zoom ici. Je vais dessiner juste une petite partie. Je vais dessiner que cette partie-là ici, en plus gros, par exemple ici, voilà. Et puis, je vais découper mon solide. C'est-à-dire que je vais prendre une petite portion. Cette portion-là qui correspondra, je vais faire exprès, qui correspond à cette portion-là. Je vais prendre une petite portion ds. Un petit élément de surface, ds, alors en 3D évidemment. En 3D, ma surface ds, si je le mets ici, ça me fait comme une petite surface ds, un petit carré. On est d'accord. Et donc, on va l'orienter, cette petite surface ds. Ça sera caractéristique. La surface ds, alors là, ici, dans mon cas particulier, je vais l'orienter dans ce sens-là. Et ça, on donnera un vecteur ds. La particularité du vecteur ds, c'est qu'il est perpendiculaire à la surface que j'ai inventée. Donc je vais le retrouver ici. Le vecteur ds, il est là, comme ceci. Donc j'invente un vecteur ds tel que ds, la norme de ds soit proportionnelle à la surface que j'ai choisie. Ce point d'application, le départ du vecteur, c'est le centre de ma surface. Et puis la taille du vecteur, la taille de la surface. La direction, donc ici vers le solide. Et puis perpendiculaire à cette petite surface. Alors on va le noter tout de suite. Donc ds, on va mettre plusieurs points, on va mettre 4 points. Premier point, donc ds c'est un élément de surface autour du point qui m'intéresse. Alors le point qui m'intéresse, tiens, je vais le noter, ce point qui est ici, je vais le noter A. D'accord? Donc ds c'est un élément de la surface autour du point A. C'est le premier point. Deuxième point, il a pour norme la surface ds, la norme de ds correspond à la surface rouge qu'il y a ici. D'accord? À l'élément de surface. L'origine, le point d'application du vecteur ds, c'est le point A, c'est le centre, c'est le barycentre de ma petite surface. D'accord? Ensuite, la direction. La direction, c'est en direction donc vers le solide. Et pour terminer, le sens, enfin la direction, c'est perpendiculaire plutôt à la surface. Et le sens, c'est, on a choisi, dans ce cas particulier, vers le solide. Mais on aurait très bien pu prendre un ds dirigé dans l'autre sens. Ce n'était pas interdit. Alors ensuite, une fois qu'on a complété ça, on sait qu'il existe obligatoirement une force. Pourquoi? Parce que les petites particules qui sont ici, du liquide, sont en mouvement. Alors je vais le faire ici en plus gros. Toutes les particules qui sont ici, en mouvement, vont venir de temps en temps taper sur cette petite surface. D'accord? Et comme ça vient taper sur la surface, obligatoirement, ça exerce une force. Une force qui va être dirigée, je vais la mettre comme ça, allez, une force que je vais noter delta F. Pourquoi je la note delta F? C'est une toute petite force parce que là, mon choix, c'est une toute petite surface. Alors, je vais le renoter ici. Ça va impliquer une force delta F. Voilà. C'est obligé. Et donc, par conséquence, cette force delta F, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette force delta F? On peut le noter. C'est une force, c'est la force. Donc, c'est la force élémentaire de pression exercée par le fluide sur l'élément de surface. Je répète, c'est la force élémentaire, ce delta F, c'est la force élémentaire de pression
exercée par le fluide sur l'élément de surface. Et maintenant, quelle est l'expression mathématique? Eh bien, la particularité, c'est que delta F, on le sent, sera proportionnel à la surface. Plus la surface sera grande, plus il y aura d'impact sur cette surface, et plus la force delta F sera grande. Et quelle sera la proportionnalité? Eh bien, la proportionnalité, ça sera la pression P. Donc, on va inventer ce qui s'appelle la pression P. La pression P, c'est la pression qu'il y aura ici, dans le fluide, juste à côté, alors je vais le mettre ici, la pression P. Cette pression P nous donnera le lien entre la force qui s'exerce sur l'élément de surface ds et puis l'élément de surface ds. Donc bien sûr, ça c'est à connaître bien par cœur. Hein, voilà. On le note bien delta F parce que c'est un petit élément de surface. C'est une petite force qui s'applique sur ma petite surface. Alors est-ce que j'ai une autre remarque à faire? Oui. Donner les unités. Delta F c'est en newton. La pression P, c'est en pascal, et puis la surface S, donc en mètres carrés. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, sur la pression P, qu'est-ce qu'on peut dire de la pression P? La pression P, c'est, vous pouvez noter, une grandeur scalaire positive qui dépend a priori de la position de A du fluide. Et cette pression P est indépendante de l'élément de surface. Alors je pourrais continuer un petit peu mon dessin ici. Si je choisis la pression qu'il y a juste en dessous ici, une pression, tiens, je vais mettre un P qui est ici, et un petit élément de surface qui sera, allez, comme ça, ici, ben, qu'est-ce qui va se passer? Cet élément de surface aura un ds comme ça, et donc ça va exercer une force, bien sûr, qui sera comme ceci. Et comme la pression, a priori, P ici, sera sans doute plus grande que la pression P qu'il y a ici, parce que plus vous descendez profond, plus la pression augmente, sans doute que cette force delta F sera plus grande. Maintenant, si vous souhaitez connaître la force F qui s'applique sur toute la surface, comment est-ce qu'on fait? Parce que là, notre force delta F, c'est la petite force qui s'exerce sur la toute petite surface ds. Alors, ce n'est pas toujours très pratique, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est une force complète. Alors, je vais effacer ça aussi. Ça, on le connaît maintenant. Et puis, on va essayer de traduire la force complète qui s'exerce sur un solide ou sur une surface correspondante. On va voir. Détermination de F total. De grand F. De grand F. Qu'est-ce que c'est grand F? La force totale qui s'exerce sur l'ensemble du solide, ça sera la somme de toutes les petites forces qui s'exercent sur le solide. D'accord? Sur tout le solide. Il n'y a plus qu'à faire, on fait la somme de tous les delta F tout autour et on aura notre résultat, soit la somme de P fois ds. Comme ceci. Et comme ds c'est un élément de surface, il nous faut deux directions, c'est en deux dimensions. Donc on pourra même noter intégrale double sur toute la surface du solide. On peut faire un petit exemple. C'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. On va prendre quelque chose de très simple, une grande surface S, une grande plaque. Et cette grande plaque, on va la découper en plein de petits morceaux. Là, voilà, ça c'est ma petite surface ds. Je vais mettre la pression P. La pression P, je vais la mettre ici. Et donc, il va y avoir une petite surface. Alors, je l'ai mis en rouge. Donc, je vais faire pareil. La petite surface ds, elle est ici. Je note comme ça. Voilà. Et puis, donc une petite force qui s'applique comme ça, delta F. Et même moi, je ne voudrais pas cette petite force delta F. Je voudrais avoir la force totale qui s'applique sur toute ma plaque. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire la force grand F qui s'applique sur toute ma plaque. C'est on va dire c'est un carré de côté A par A. Voilà. La force F, c'est la somme de delta F. Ça sera la somme de P. On va dire que la pression P est la même partout
ici derrière cette plaque, que ça soit un peu plus haut ou un peu plus bas. Donc P est une constante fois ds. Le P peut sortir. Et qu'est-ce qu'on se rend compte de double intégrale de toute la surface de ds? Ça fait A carré, soit les surfaces S. Donc ça fait P fois S fois le vecteur qu'on pourrait noter vecteur petit n. Le vecteur petit n, ce sera le vecteur unitaire qui a la même direction que le vecteur ds. Voilà. D'où la force F qui est égale à, ou la norme de la force F qui est égale à P fois S. Et ici, P fois A, P fois A carré. Donc vous, je pense que vous connaissiez bien cette formule ici, F égale P fois S, mais en norme, avec une plaque comme ceci, mais tout ça découle d'une force petit f qui s'applique sur une toute petite surface ds. D'accord? On ne fera pas très souvent le calcul avec des doubles intégrales. Hein. Ce qu'on fera très souvent, c'est qu'on utilisera aussi directement cette formule-là. Pour finir ce chapitre 1 de thermodynamique, on a besoin des coefficients thermoélastiques et des fonctions de plusieurs variables. Et d'ailleurs, vous avez un complément aux fonctions de plusieurs variables et on va voir ce que c'est ces coefficients thermoélastiques. Ils ne sont pas très souvent utilisés en première année, mais c'est bien de les mettre ou de les avoir vus au moins une fois pour savoir de quoi il s'agit. D'ailleurs, vous avez quelques exercices correspondants dans votre polycopier. On y va? On va prendre soit une fonction mathématique, soit une fonction f de trois variables, soit une fonction f de p, v et t égale 0. En fait, c'est soit une équation d'état, telle que cette fonction fpvt égale 0. Eh bien, vous en connaissez déjà une, en fait. Vous avez l'équation pv moins nrt égale 0. C'est bien une équation avec vos trois variables, avec vos trois paramètres, pression, volume, température, et P, la fonction f de pvt vous fait bien 0. D'accord? On pourrait prendre ça, hein, mais on peut en avoir d'autres. Ça, c'est un exemple. Alors, dans la définition que je vais donner, ça, on ne l'utilisera pas, je vais le mettre entre parenthèses. Donc, soit une fonction f de pvt qui vaut 0, avec trois variables thermodynamiques. Si cette fonction existe, alors, si vous fixez deux variables, la troisième sera fixée. Si vous fixez pression-volume, la température sera fixe. Si vous fixez volume-température, pression sera fixe. Et si vous fixez pression-température, volume est fixe. Donc, il y a des jeux de variables qui vont apparaître. Premier jeu de variables, pression-volume. Deuxième jeu de variables, pression-température. Et dernier jeu de variables, volume-température. D'accord? Deux paramètres fixés vous fixent le dernier paramètre parce qu'il existe une équation d'état. Bon, on va prendre et on va commencer par la définition des coefficients. Le premier, c'est le coefficient de dilatation isobare. Le coefficient de dilatation isobare. Alors souvent, en plus, des fois, c'est donné. Le coefficient lui-même est donné. On va le noter alpha, ce coefficient de dilatation isobare. Alors si c'est un coefficient de dilatation isobare, dilatation, ça correspond à quoi? C'est-à-dire que c'est les variations du volume par rapport à la température, à dilatation. Et comme c'est isobare, c'est à pression constante. Et comme on veut que ça soit un coefficient sans unité, on multiplie devant par 1 sur V. Donc ça nous fait 1 sur V, d rond V sur d rond T à pression constante. Ça, c'est le coefficient de dilatation isobare. Deuxième, il y en a trois comme ça. Le coefficient d'augmentation de la pression à volume constant. On va le noter bêta. Alors, c'est l'augmentation de la pression à volume constant. Donc la dernière variable, c'est T. Donc on va mettre devant 1 sur P. Donc bêta. Et puis le dernier coefficient thermoélastique, c'est le coefficient de compressibilité isotherme. Le coefficient de compressibilité
isotherme qu'on va noter xi indice T. Alors, compressibilité isotherme, c'est les variations du volume en fonction de la pression à température constante. Compressibilité, c'est le fait de faire diminuer le volume lorsque la pression augmente. Isotherme à température constante, on met 1 sur V pour que ça soit sans unité, et comme c'est l'inverse de la dilatation, il y a un moins devant. Voilà, donc ça c'est les trois coefficients. Ces trois coefficients, à la rigueur, soit vous sont redonnés, soit vous les mettez dans votre calculette, et comme ça vous pourrez les utiliser si besoin. On pourra peut-être faire un petit exercice correspondant à ces coefficients thermoélastiques. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de l'utiliser, faire un exemple, et l'utiliser justement dans le cas du gaz parfait. D'accord? On va faire une petite remarque, ou on pourrait faire un petit... oui, remarque. Remarque, dans le cas du gaz parfait, que deviennent ces coefficients? Et puis, on va essayer de les déterminer. Remarque. Dans le cas du gaz parfait, dans le cas d'un gaz parfait, on a PV égale nRT. Bon, et bien, je voudrais essayer de déterminer alpha, bêta et xi t pour voir ce que ça pourrait donner. Et puis, on va aussi utiliser la relation cyclique. Comme la fonction PVT est égale à 0, eh bien, on va pouvoir écrire la relation suivante. D rond P sur D rond V fois D rond V sur D rond T fois D rond T sur D rond P. Donc là, à température constante, à pression constante et à volume constant, égale moins 1. Mais on sait que PV égale nRT. Alors, qu'est-ce qui va apparaître? D rond P sur D rond V. D rond P sur D rond V. Qu'est-ce que ça fait D rond P sur D rond V? D rond P sur D rond V. D rond P sur D rond V, c'est dans l'autre sens. Donc ça fait 1 sur xi t fois V. Avec un moins. D rond V sur D rond T. D rond V sur D rond T, ça fait alpha fois V. D rond T sur D rond P, ça fait 1 sur bêta. 1 sur bêta fois P. Égale moins 1. Les V s'éliminent. Donc on a moins, le moins aussi s'élimine. Ça fait alpha sur xi t bêta, ou xi t bêta sur, on pourrait repasser le P de l'autre côté. Et donc on a alpha sur xi t fois bêta qui est égal à P. Maintenant, ça c'est pas fini, je voudrais maintenant déterminer les valeurs de alpha, la valeur de bêta, la valeur de xi t dans le cas du gaz parfait. C'était un peu le but. Là je me suis peut-être avancé ici, j'ai essayé d'établir une relation qui existait entre les deux. Alors, est-ce qu'on pourrait faire le calcul de ce alpha? D rond V sur D rond T, D rond V sur D rond T, D rond V sur D rond T. Alors le premier, V, ça fait nRT sur P. Ça c'est V. Et si je fais la dérivée de V par rapport à T à pression constante, ça fait nR sur P. Ah oui, ça fait 1 sur V, nR sur P. Oui, mais nR sur VP, ça correspond à quoi ça? nR sur VP, ça correspond à 1 sur T. Donc le coefficient, c'est 1 sur T. Je raconte de bêtises tout de même. Normalement, ça devrait marcher. Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais bon, on va bien voir. D rond P sur D rond T. D rond P sur D rond T. Si on fait la même chose, le V passe en dessous, à volume constant, très bien. On dérive par rapport à la température. Ça nous fait nR sur V. nR sur V, et le P qui reste, P fois V qui se retrouve en dessous, le nR, ça fait à nouveau 1 sur T. Allez, le dernier. Le dernier, c'est xi indice T.
D rond V sur D rond P. On peut reprendre celui-ci. D rond V sur D rond P. Ah oui, c'est le P, il est ici, à température constante. Ça fait dérivée de 1 sur X, moins 1 sur X2. Donc ça fait moins NR sur P carré fois T, si on dérive. C'est bien ça. Et le V intervient. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Je vais le mettre ici. J'aurai un petit peu plus de place parce que le calcul est un tout petit peu plus long. Donc, ça nous fait moins 1 sur V de D rond V sur D rond P. On a ça. Le moins s'élimine. NRT sur P carré. NRT sur V, NRT sur V, NRT sur V, c'est P. NRT sur V, NRT sur V, ça correspond à P. Donc tout ce qu'il y a ici, ça correspond à P. Un P s'élimine, qu'est-ce qu'il nous reste? 1 sur P. Donc si T, c'est 1 sur P. Et puis on va voir si notre relation fonctionne. Si le alpha ici, je le remplace par 1 sur T, bêta par 1 sur T, les deux s'éliminent. Si indice T, je le remplace par 1 sur P, et ça correspond bien à P. Donc il existe une relation entre les coefficients thermoélastiques, c'est celle-ci, que ce soit gaz parfait ou pas. Et dans le cas du gaz parfait, alpha vaut 1 sur T, bêta 1 sur T, et xi T vaut 1 sur P. Bon, on verra leur utilisation, elle n'est pas toujours simple.